Bon, alors voilà, on a fini l'étude du premier chapitre. Et maintenant, on va commencer le deuxième. On peut faire rapidement, il y a un petit résumé ici qui est proposé par le Rabbi Rachab lui-même, donc on va le lire rapidement. On va se remettre un petit peu en mémoire les éléments du premier chapitre. Et puis ensuite, on va attaquer directement le deuxième chapitre. Juste les personnes qui sont sur Zoom, si ça ne vous embête pas de couper votre micro, parce que ça fait des petites... Voilà. Merci beaucoup. Il faut être activé, réactivé, voilà. OK. Voilà, les personnes qui sont sur Zoom, si vous pouvez éteindre vos micros, ce serait super, merci beaucoup. Alors, Kitsur. Yakshe de Mashmash à Shnektarim Emipne Sheikdimu, donc il revient sur les questions du départ. Au début, quand on lit le Midrash, il semblerait que les deux couronnes sont là parce que les bénis Israël ont fait précéder, nous ferons, à nous comprendrons, hein, ces propos-là, ces affirmations. Mais si on lit la fin du Midrash, donc on voit que les couronnes ne sont pas forcément là parce qu'ils ont fait précéder une parole à l'autre, mais parce qu'ils ont dit deux paroles, et c'est pour ça qu'on a deux couronnes. Voilà, ça c'était le résumé vraiment par rapport au Midrash. Deuxième point, Midrash Rabbah, Itash HaKadosh Baruch Hu noten shte atarot berosh banav. Donc il y avait ce deuxième problème de qui donne les couronnes. Donc dans un autre Midrash, on voit que c'est Dieu qui donne les couronnes sur la tête de ses enfants, mais ici on nous dit que c'est les anges. Donc rappelez-vous le problème de la notion d'intermédiaire et la notion de justement d'immédiat lorsque ça vient directement d'Hachem. Ou Mishnah de Avot, on a une Mishnah aussi dans Pirkei Avot qui nous parle de Itash, le Shaktarim En, qui nous disait qu'il y avait trois couronnes. Ou Bepratut Rochev Dalet, et là on parlait du problème des quantités de couronnes. Donc on comparait par rapport à notre Mishnah qui nous parlait de deux couronnes, alors que là-bas dans Pirkei Avot, on parle de trois couronnes, et il y en a même une quatrième qui n'est pas mentionnée au départ dans le titre, si on peut dire, dans l'annonce des couronnes. Ensuite, à Gimel Ktarim en Be Gimel Kavin. Donc ensuite, on avait commencé à parler donc de la répartition des couronnes. On avait vu que ces couronnes, elles se répartissaient sur trois axes, qui étaient Chesed, Gvura et Tiferet, la bonté, la rigueur et la miséricorde. Yakdim Inyan Aketer. Voilà, donc une fois qu'on a vraiment exposé ces différents thèmes sur la notion de couronne, donc du coup maintenant on va commencer à s'interroger sur le sens même de couronne, hein, c'est vraiment tout le résumé du premier chapitre. Et donc on a vu qu'il y avait trois significations au terme Keter lui-même, qui signifie a priori couronne, mais en fait il y a d'autres acceptions. On a un premier sens qui est Echad Milachan Amtana, donc c'était l'idée de l'attente, ou à Kava, dans l'attente, on y voyait l'idée d'une retenue et d'un espoir, d'accord, comme on disait en yiddish, d'accord, on attend quelque chose, on attend quelque chose d'une situation, donc on espère, quand on dit on espère que les choses vont se débloquer. Donc on attend, et toujours quand on attend, c'est l'idée de l'espoir que quelque chose qui va pouvoir se débloquer. Donc tout ça, ça faisait référence à la sphira de Keter, dans laquelle aussi on espère que quelque chose se débloque du Keter, de la couronne, justement pour plein de petits mots pour que ça puisse se dévoiler. J'ai sorti 3 ou 4. Attends, pardon, excuse-moi. Youssef, Oui. excuse-moi. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ouais. Merci beaucoup. Alors, VVR,
Deuxième explication, Bet Lachon Atara. Donc, c'est quelque chose qui surplombe Atara, le, la couronne au sens strict du mot couronne, ou le diadème qui est encore même au-dessus même de la couronne. Donc, c'est l'idée de quelque chose qui surplombe, d'accord, qui préside à ce qui va se produire. Et ensuite, on a un troisième sens qui était la chaîne Sivouv. Donc, c'est l'idée, cette fois-ci, d'enveloppement. OK ? Voilà. Donc, c'est pour montrer que le Keter, c'est ce qui soutient tout ce qui existe par lui. Donc, c'est le Sivouv, l'enveloppement. Ve'evaer chez Keter Adrom Amaalot. Et ensuite, donc, on est passé sur, voilà, cette fois-ci, une définition plus particulière du Keter. Donc, plus, on va dire, psychologique, d'accord ? C'est-à-dire ça correspond à quelque chose dans le Nefesh. Et ça, ce n'est pas simplement une description, mais c'est l'idée de la volonté. Donc, chez Keter Adrom Amaalot, donc aussi haut que l'on remonte dans l'enchaînement des mondes, plus on s'approche de Dieu lui-même, eh bien, partout, on constate qu'il y a une notion de volonté. Et c'est ça le Keter. Ou Bechinat à Ratson. Et cette volonté, chez Kolel à Kol, elle a quelque chose de particulier. Donc, ce n'est pas une volonté, il faut bien faire attention à ça. Mais je préfère le redire encore une fois. C'est précisé, d'ailleurs, je l'ai vu dans d'autres Mahamarim, qu'il y a la volonté de l'homme. Et la volonté de l'homme, c'est une volonté qui résulte d'une carence. D'accord ? C'est-à-dire, je veux quelque chose parce qu'il me manque cette chose. Donc, du coup, je vais vers cette chose qu'il me manque pour essayer de me l'approprier. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Chez Dieu, c'est lui-même qui fait les choses, il n'y a pas de manque chez Dieu. Donc, c'est une volonté vraiment bien plus pure. Ce n'est pas vouloir parce qu'il me manque quelque chose. Alors, cette volonté-là, divine, eh bien, le Keter, pardon, ça correspond à cette notion de volonté. Et cette notion de volonté, elle a quelque chose de particulier chez Kolel à Kol, c'est-à-dire qu'elle contient son objet à venir. Elle le contient avant qu'il ne soit apparu. Alors, chez l'homme, l'objet est à l'extérieur de lui, donc il se tend vers la chose, okay, pour aller chercher l'objet qui lui manque. Mais chez Dieu, c'est un peu un mécanisme inverse, c'est-à-dire que c'est en lui, et la volonté signifie qu'il le fait comme sortir de lui pour le faire exister. Mais en fait, finalement, au niveau du mouvement même de la volonté, ça va revenir au même. Parce que la volonté en tant que telle, c'est ce qui va permettre de me mettre en relation avec la chose, c'est ce qu'il va dire juste après. D'accord ? Exactement comme je me mets en relation avec une chose qui est extérieure à moi parce que je la veux, sauf que pour Dieu, il est obligé de se mettre en relation avec la chose qui est intérieure à lui, mais qui n'est pas encore existante. Donc, il se met en relation avec ce non-objet, si l'on peut dire, et c'est justement par cette mise en relation qu'il va mettre en place les conditions de son existence. Parce que c'est la relation qu'il a à l'objet qui fait qu'il peut exister, puisqu'il est créateur. Donc l'objet n'est pas encore créé. Donc s'il se met en relation avec lui, c'est ce qui va permettre à l'objet de passer du statut de non créé au statut de créé. D'accord ? Bon, on reviendra sur ces notions-là au fur et à mesure. Voilà, c'est juste pour schématiser un petit peu. Donc elle contient tout, Umakif Usobevakol, et elle enveloppe tout une fois que les choses sont apparues. Velachen, Keter Bechol Makom ou Bechinat Memutsa. Et c'est pour cette raison-là que la volonté s'entend comme un intermédiaire. D'accord ? Qui kodem itoreru taratson. Puisque, pourquoi je suis obligé de dire que la volonté est intermédiaire ? Donc, c'est intermédiaire entre celui qui veut et la chose voulue. Alors, pour ça, il faut analyser la situation avant la volonté. Or, avant la volonté, Kodem Itoreru Taratson, avant l'éveil de la volonté, on avait vu avec cette fameuse parenthèse à Filoulé Atzmo, même lorsque c'est juste pour moi et ce n'est pas une volonté encore qui est vraiment ouvertement et de façon admise vers l'objet, qui vient Chol. En tout cas, dès lors qu'on est avant le moindre éveil de volonté,
Arezé Beprinatelem Ve'avdala, je suis dans un état de coupure totale. Je suis comme voilé en moi-même, en ce sens où je n'ai pas d'ouverture vers l'objet que je pourrais vouloir. D'accord? Comme on dit dans le langage courant, j'ai aucun rapport avec cette chose-là. Ça veut dire que je ne la veux pas du tout. D'accord? Donc ça, c'est avant l'éveil de la volonté. Et que se passe-t-il une fois l'éveil avéré? Eh bien, à ce moment-là, lorsque je veux, eh bien, c'est comme si mon âme se penchait vers la chose et donc la volonté se révèle comme justement voulant cette chose-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé que m'a ajouté l'étape de la volonté? Ben, c'est puisqu'elle se penche vers l'objet, ben justement, quel statut je peux lui accorder à la volonté? Ben, précisément le statut d'intermédiaire. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'avant, j'étais coupé en moi-même à l'égard de la chose. Maintenant, je suis en relation avec la chose. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis en relation avec la chose? Ben, c'est la volonté. Donc, du coup, la volonté, elle est intermédiaire entre moi et la chose voulue. D'accord? Bon, voilà pour le résumé du premier chapitre. La dernière fois, on avait dit que quand on passe d'un monde à l'autre, du coup, on passe du coup de Malchut à Keter. Et entre les deux, non, de Keter à Malchut. Oui, Malchut du monde supérieur à Keter du monde inférieur. Exactement. Entre les deux, on est au niveau général, on avait dit. Ça veut dire que c'est une parenthèse qui faisait, effectivement. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on passe d'un monde à l'autre, le plus grand niveau de Dieu, il intervient pour faire passer à l'autre. Non, mais c'est comme ça. Pourquoi? Non, mais c'est pas dogmatique. C'est pas on t'impose que c'est comme ça. Il faut que tu comprennes pourquoi c'est comme ça. Alors, que se passe-t-il lorsque tu passes tu as un projet général, d'accord? Donc, dans ce projet général, tu as des sous-projets. Donc, pour chaque sous-projet, tu es obligé d'avoir une volonté précise pour ce sous-projet. D'accord? Maintenant, d'une fois que tu as fini ce sous-projet, qu'est-ce que tu vas dire? Réfléchis avec tes propres activités. Qu'est-ce que je voulais Alors maintenant, où j'en étais? Je veux faire quoi par rapport à la généralité? Donc, tu vois bien que la dernière étape de ton projet, une fois que tu as achevé le sous-projet A, par exemple, ça te motive pour passer au deuxième. Mais comment? Puisque l'un et l'autre, c'est complètement différent. D'accord? Donc, ça veut bien dire que à la dernière étape, tu as une réapparition du projet général. D'accord? Mais qui va tout de suite se réinvestir dans un projet particulier. C'est pas que tu remontes, si tu veux. Tu comprends? Si tu veux, quand tu passes de Hatzilut à Bria, c'est pas que c'est Hatzilut qui veut qu'il y ait Bria. Tu comprends? Quand tu finis de faire cette pièce-là, là, on a fait les travaux, on veut faire tout le bâtiment, on veut refaire les travaux de tout le bâtiment. Donc, tu as fini un premier appartement. Bon, bah, très bien, mais c'est pas parce que tu as fini le premier appartement que c'est ça qui va te permettre de faire le deuxième. Ce qui te permet de faire le deuxième, c'est parce que d'une fois que tu as fini le premier, tu reviens à la volonté. Attends, je voulais faire quoi, en fait? Dans l'ensemble, je voulais faire quoi? Donc il y a vraiment une réapparition de la volonté générale. Ah oui, bon, maintenant, j'en suis là. D'accord? Mais ce qui t'a permis de faire ça, c'est parce que tu as fini le premier. D'accord? D'autant plus que ici, les étapes, on va dire, c'est du pareil eux-mêmes. Un appartement, un autre appartement. Alors que dans les étapes de la création, ce n'est pas tout à fait cet exemple-là qu'il faudrait prendre. Il faudrait prendre, par exemple, l'exemple. Alors, non, mais par exemple, l'exemple du plan. Tu vois ce que je veux dire? L'exemple du plan général. Donc, ça, tu pourrais dire, le plan général, ça serait par exemple Adam Kadman. Tu vois? Donc là, j'ai le plan général de la création. Et puis ensuite, tiens, je vais créer un modèle. D'accord? Donc là, tu peux dire le modèle parfait, ça serait Hatzilut. Bah, d'une fois que j'ai fini le modèle parfait, à partir de ce modèle, tu vois, un modèle, on va dire en miniature, mais en vérité, tout est inversé. C'est un modèle en grand, là, Hatzilut. Et puis ensuite, maintenant, je vais commencer à mettre ce modèle virtuel en acte. Bria. Tu vois? Mais en fait, c'est la même chose parce que ce qui te permet de passer à l'acte, c'est parce que tu as fait le modèle virtuel. Mais ce n'est pas le modèle virtuel
lui-même qui est la motivation directe du modèle d'après. C'est pas le modèle virtuel, lui, il ne veut pas le modèle d'après. Ce qui veut le modèle d'après, c'est toujours Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on revient au départ. Mais en même temps, ce qui permet d'avancer, c'est parce qu'on a avancé dans une étape. Donc c'est ça qui dit que le dernier degré, c'est intermédiaire entre Atzilut et Bria, mais c'est en même temps intermédiaire entre Dieu et Bria. D'accord? Il faut entendre les deux choses en même temps. OK? Bon. En tout cas, ce dont on est sûr maintenant, c'est qu'il y a une volonté générale par rapport à tout ce que nous faisons. OK? Et qui est la volonté divine qui est là et qui nous mène, qui dirige les choses dans le monde, comme le dit le Rambam. Il y a un créateur du monde, Uman Higo, et il le dirige. Il le dirige par cette volonté. OK? Alors, maintenant, on va passer au deuxième chapitre. Quand il y a une volonté, oui. Tu envoies sur quelque chose, tu es obligé de recréer une volonté à chaque fois que tu veux quelque chose? Ben, si tu veux, à chaque fois que tu changes d'étape, tu es bien obligé de faire ressurgir la volonté de ce que tu voulais toi. D'ailleurs, on voit bien que quand on est dans des projets qui sont un petit peu longs, etc., on a des risques parfois on va dire de désespérer d'en arriver au bout. On disait que dans le Keter, il y avait la notion d'espoir. Ça veut dire parfois, quand c'est trop fastidieux, on peut être tenté d'arrêter. Donc, si je suis tenté d'arrêter, ça veut dire que si je n'arrête pas, ça veut dire qu'il y a une volonté qui s'est réveillée à nouveau. C'est pour ça que je continue. Après, il ne faut pas s'inquiéter. Hein, si des fois on voit qu'on étudie, on a du mal, j'y arriverai jamais, etc., ou peu importe le projet. En réalité, il faut réactiver la volonté à chaque fois. Voilà. Bon. Alors maintenant, à partir du deuxième chapitre, on va rentrer dans une autre phase de l'étude, complètement différente de celle qu'on a vue dans le premier chapitre. Okay, vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. Okay, ça va être une première étape d'une très grande comparaison entre deux catégories de lumière. Okay, donc la volonté, en fait, elle appartient à un certain type de lumière, c'est une lumière de l'âme. Donc, elle appartient à un certain type de lumière qu'on va appeler le Or Makif. Et il y a aussi d'autres types de lumière qu'on appellera le Or Pnimi, la lumière donc, intérieure. On va expliquer pourquoi ça s'appelle intérieur. Makif, ça signifie exactement. Ça signifie comme Sovev, c'est la même chose. Okay, c'est ce qui enveloppe. La lumière qui enveloppe, c'est-à-dire, c'est l'idée de la transcendance, d'accord, de quelque chose qui n'est pas lié à une localisation particulière. Okay, c'est l'idée de la transcendance. C'est Or Makif. Okay, il avait une vision comme ça, très globale. Une fois quand des femmes elles sont venues lui faire un bouquet de fleurs, je vais raconter quand même. Elle a dit, ils sont venus, ils ont fait un bouquet de fleurs pour l'anniversaire de la Rabbi Tzien, ils ont donné un pan de brachot au Rabbi. Lui, il a dit, on peut donner aussi les brachot à la Rabbi Tzien. Effectivement, quand je donne une bracha, je ne sais pas s'il a dit de lui que c'est hors pnimi, ça veut dire qu'il faut s'attacher à un boulard, à une tzaka, quelque chose comme ça. Donc la Rabbi Tzien, il a dit, c'est ma kiff. C'est sauveur, il a dit, il n'y a pas besoin de s'attacher à quelque chose pour pouvoir avoir les brachot. C'est direct, il y a une forme de spontanéité. Il n'y a pas besoin d'être. Le makif et le ptimi. Ouais. On dit que les femmes, elles ont ce coach-là. Même si la femme, à la base, c'est vraiment la notion de Kéli, etc., liée avec le pnimi, mais en fait, le shoresh, la racine, est encore plus haut que l'homme. C'est celui qui reçoit, en fait, la racine de celui qui reçoit est beaucoup plus haute que la racine de celui qui donne. C'est pour ça que si elle est connectée avec son shoresh véritablement, c'est pour ça qu'elle peut être une source de bracha, comme on voit d'ailleurs sur les mamarim sur le mariage, les karov, ceux qui vont se marier. Qu'est-ce qu'il dit dans le mamar du mariage? C'est le chadodi krat kala, que la kala elle est appelée Shabbat, et que Shabbat c'est le mekor à brachot. D'accord?
Il y a un pasuk aussi qui dit Eshet Raïl Ateret Bala. Donc, en principe, la femme vertueuse, c'est la couronne de son mari, alors qu'en principe, la femme, partout, c'est Malchut. Donc, Malchut, c'est vraiment la royauté, c'est ce qui reçoit, c'est la dernière des sirotes. C'est la sphère de la parole, pensée, parole, action, donc c'est vraiment ce qui reçoit. Mais quand on remonte à la racine, alors à la racine, c'est beaucoup plus haut. Ça demanderait un petit peu de temps d'expliquer pourquoi, mais voilà, juste pour. Alors, on commence. Ça y est, on est d'attaque. Moshe, c'est bon? Allez, on démarre. Veine. Yadoua deha ratson ou bechinat or makif. Alors, il est déjà établi dans de nombreux mamarim, évidemment, que lorsqu'on parle de la notion de volonté, eh bien, tu sais comment il faut faire? Si tu veux, j'apprends. J'avais fait déjà couper les micros, mais. Oui, on peut, bien sûr. Vérité, surtout par nous. Je l'avais fait, c'est-à-dire je l'avais mis dans les paramètres. Mais peut-être ça Couper le micro à l'entrée. Ah voilà, couper le micro à l'entrée. Bon, c'est bon, ça. Couper tous les micros. Couper tous les micros. Voilà, couper tous les micros. Il faut voir Voilà. ici, voilà. C'est bon. Non, mais il y a le mien. Le vôtre, il marche. Bélamou. Le mot. Regardez, vous Ah, voyez il y a le un autre Bélamou. Je crois que c'est le Bélamou. Non, bah, c'est Vatis. Ah, c'est nous, il est là. Ouais. D'accord, ok. Et hop. En fait, je ne te mets pas sur le bouton ici, un peu sur le décalage. Alors maintenant, vous savez, en fait, il faut aller dans participants et couper tous les micros. Couper tous les micros, Voilà. d'accord. Ouais, il faut refaire, il faut réactiver. Fini de... Voilà. Pour parler. Toucher pour parler, c'est que tu n'es pas dans le bon. Toucher pour parler, c'est voilà. que tu veux prendre. Non, c'est bon, ça y est. Si vous pouvez mettre un pouce pour m'indiquer que vous entendez, ça serait bien. Un petit montage. On verra. Ok, bon, visiblement, t'es rentré dans le Zoom. Peut-être si tu veux rentrer dans le Zoom et tu vois, si tu veux parler avec les gens pour voir s'ils entendent. Il y a des applications de montage très faciles sur téléphone. Tu rentres dans Zoom avec ton ordinateur. Alors, allez. Bon, allez, on continue. Veine. Alors, donc, on a dit que la volonté, donc, c'est établi déjà en Chassidout. On voit partout que la volonté, en fait, elle fait partie de. Donc, elle appartient à l'ordre du Or Makif, d'accord, de la lumière transcendante. Katsina Ratsan Taterenu se sert d'un pasouk pour attester cette idée qui dit tu nous enveloppes, tu nous couronnes de volonté telle une tsina, une tsina, c'est une parure, une tunique. Donc il y a vraiment dans le pasouk lui-même montre que la volonté peut être comparée à une forme de vêtement comme ça qui enveloppe. Débasé, mechulak, koach haratson, mikol akochot. Et en cela, la faculté d'âme, d'accord, qu'est la volonté, se distingue de toutes les autres facultés ou les forces d'âme. Donc l'âme, elle est composée de différentes facultés. C'est-à-dire, quand je dis composée, ça signifie qu'elle possède différentes facultés. Il y a l'âme, et dans l'âme, par exemple, je peux comprendre, je peux ressentir, je peux aimer, je peux craindre, je peux sentir des élans, des désirs. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'âme. Et si on veut comparer la volonté
avec les autres facultés de l'âme, comme l'intelligence, comme la faculté d'entendre, de voir, on va voir après, même de parler, eh bien, de bouger, toutes ces facultés que nous avons, eh bien, la volonté se distingue de toutes ces facultés. D'accord? Les autres facultés appartiennent à la catégorie du hors pnimi, donc ça va être l'immanence, le hors pnimi, la lumière intérieure, on va dire tout de suite de quoi on veut parler, alors que la volonté, elle appartient à la lumière qui enveloppe, à la transcendance, à une présence qui ne devient pas particulière en fonction de l'endroit où elle se pose. D'accord? Elle ne se modifie pas en fonction de l'endroit où elle se pose. Hein, vouloir penser, c'est pareil que vouloir marcher. Ce qui va différer, la différence, ça va être penser ou marcher. Mais par rapport à vouloir, c'est la même chose. Okay? La qualité de la volonté, c'est la même. Quand je veux réfléchir, c'est la même volonté que quand je veux courir. Ce sera toujours pareil. C'est pour ça qu'il disait que depuis les niveaux les plus bas jusqu'aux niveaux les plus hauts, la volonté, c'était la même idée. Okay? C'est toujours vouloir. Même si l'objet de volonté peut différer. Alors, chez Koulam, toutes les forces d'âme, donc sous-entendu qui n'appartiennent pas au Keter, Ba'im Beprinat Orpnimi. Alors littéralement, elles viennent, donc c'est-à-dire qu'elles se manifestent elles se manifestent par une sorte de lumière qu'on appelle une lumière intérieure. Donc toutes les forces d'âme, c'est très important de comprendre que les forces d'âme sont des lumières. Une lumière, c'est-à-dire qu'on a un Maor, c'est-à-dire c'est une conception de l'âme, ce qu'on a ici. D'accord? C'est pas vraiment une conception mécaniste de l'âme. C'est une conception lumineuse de l'âme. C'est-à-dire que l'âme ici est vue comme une source de lumière et les facultés de l'âme sont vues comme ses rayonnements. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai hésité tout à l'heure par rapport au terme de composé. Parce qu'il ne s'agit pas d'une composition comme on parlerait d'éléments comme ça qui seraient encastrés les uns aux autres. Ok? Ici, c'est plutôt, il y a l'âme, et cette âme-là rayonne, et en rayonnant, eh bien, elle va produire de l'intelligence. Elle va produire de la compréhension, elle va produire des sentiments. D'accord? Donc, cette idée de rayonnement est très, très intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que lorsque je pense, c'est le je qui est en train de penser. Vous voyez, je ne vois pas la faculté de la pensée comme un élément purement extérieur au je qui pense. Mais en même temps, le je qui est en train de penser, ça n'est pas non plus, la pensée ne définit pas le je. D'accord? Le je ne s'arrête pas à la pensée ou au ressenti. C'est ce que nous dit cette notion de lumière. D'accord? Parce que c'est un rayonnement. Je sais qu'il y a une source de lumière parce que je vois son rayonnement. Mais son rayonnement ne clôt pas la définition de la source, si vous voulez. D'accord? Il n'enferme pas la définition, il n'enferme pas la source dans une définition. C'est ça l'idée du rayonnement. Donc, toutes les forces d'âme que j'ai, eh bien, ce sont des rayonnements de mon âme. Okay? Il va falloir comprendre de plus en plus finement la nature de ce rayonnement. C'est ça tout le projet de ces chapitres. Ça va être très très long parce qu'on va le voir dans l'âme et puis ensuite à partir de là on va pouvoir avoir le modèle qui nous permettra d'entrevoir entre guillemets cette notion dans le divin aussi. Donc on passera de l'humain au divin, le hors pnimi chez l'homme et le hors pnimi dans le divin. Donc ici, pour l'instant, il nous dit que toutes les forces d'âme en viennent à se manifester sous la forme d'une lumière pnimi, intérieure. Alors, explication de lumière
intérieure. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi on parle de lumière intérieure? Il explique tout de suite après. Beprinat or bekeli. Il s'agit d'une lumière qui est intérieure à un keli. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. D'accord? Quand on parle de or pnimi, les gens pensent souvent que or pnimi, oui, c'est profond, c'est pnimi, etc. C'est pas du tout ça. Hein. Okay? Quand on dit or pnimi, c'est très technique. On veut dire que la faculté, par exemple, de l'exemple qu'il donne juste après, ou par exemple, l'intellect, donc c'est un rayonnement de l'âme, mais ce rayonnement de l'âme, où vient-il? D'accord? Où se manifeste-t-il? Eh bien, il a un lieu dans le corps qui est approprié à ce rayonnement. Approprié dans le sens de sa qualité même d'existence, d'accord? Dans sa composition, on le verra après. Okay? Donc, le mohar, le cerveau qui est dans la tête, je précise toujours mohar chez Baroche parce que en hébreu, mohar, ça signifie aussi la moelle. Donc, c'est la moelle qu'on a dans les os. Pour ça, à chaque fois, quand on parle du mohar, on parle du mohar chez Baroche, d'accord, qui est dans la tête. Donc, le cerveau, c'est l'organe donc, qui doit être compris comme un keli. Donc, un keli, c'est quoi un keli? C'est un récipient, d'accord, un vase. C'est un keli. Un keli qui est apte à recevoir la lumière de l'intellect. Donc, on a la lumière, le rayonnement de la lumière, d'accord. L'âme rayonne d'intelligence. Okay. Un de ces rayons, si vous voulez, c'est l'intelligence. Et ce rayon de lumière, où se pose-t-il? Quel est son support, son antenne, son réceptacle? C'est le cerveau. Et c'est pour cette raison qu'on appelle la lumière or pnimi. Parce qu'elle a un organe qui lui correspond et qui est le keli de cette lumière. C'est la notion de or pnimi. Et quand oui. la lumière elle vient dans le cerveau, elle passe dans l'âme, et après tu dis l'âme est irradie. On voit ces rayons, ils vont. Non, alors pour l'instant, on prend simplement l'idée de l'âme. Okay. L'âme, elle irradie, okay, et elle vient dans le cerveau. D'accord? Quand je dis l'âme irradie, ça veut dire par exemple l'intelligence. Okay. Dans mon âme, il y a de l'intelligence. Maintenant, cette intelligence, elle n'est pas flottante. D'accord? Alors, où elle vient? Elle vient dans le cerveau. D'accord? Donc, il y a l'âme, il y a l'intelligence psychique, d'accord, l'intelligence propre à la psyché, à l'âme, et cette intelligence-là psychique, elle se somatise, d'accord, c'est-à-dire qu'elle vient dans un corps. Donc, mais elle ne vient pas dans un corps d'une façon générale, elle vient dans un corps, dans un lieu particulier du corps, dans un organe qui est approprié, d'accord, qui est apte à recevoir cette lumière. Ok? Quand on dit orpnimi, c'est uniquement ça la définition d'orpnimi, c'est ça. Quand on dit c'est un orpnimi, on dit l'intelligence de la neshama. On parle de l'intelligence, on parle de l'intelligence, des sentiments et ensuite de tout ce qui est dérivé. Par exemple, la vue, l'ouïe, l'odorat, on va parler de tout ce qu'on est capable de faire en fait. C'est-à-dire, tu conduis une voiture, tu utilises tes mains pour conduire ta voiture, c'est le koach hatznua, c'est la force de bouger ses mains. Okay, tu marches, c'est le koach ha'alicha. Et ensuite, en fonction des apprentissages, il y a différentes cohortes qui se révèlent. D'accord? Mais c'est pourquoi c'est important de comprendre ça. Alors, et aujourd'hui, ça l'est encore plus qu'avant. Parce que plus on avance dans les sciences, et notamment dans les sciences du cerveau, d'accord, il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour comprendre les mécanismes du cerveau. Et plus on désubjectivise le sujet. C'est-à-dire que
on a l'impression que c'est le cerveau qui fait les choses. Et tu verras des gens qui disent, et même parfois même des scientifiques, qui disent le cerveau pense. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des appareils, des scanners, des PET scans, que les scientifiques connaissent, eh bien, ils sont capables d'analyser les mouvements du cerveau, les différents trajets des circuits électriques comme ça, des neurones, d'accord, lorsque, par exemple, je tends mon bras pour prendre le verre. Donc, du coup, on va dire c'est le cerveau qui contrôle la prise du verre, d'accord, qui contrôle la main qui prend le verre. Alors, oui, mais je veux bien si tu dis que le jeu, c'est un cerveau. Tu vois? Or, de la même façon que je ne peux pas m'identifier à une âme pure, je ne peux pas dire que je suis une âme, simplement une âme. De la même façon, je ne peux pas m'identifier à un corps pur. Et la démonstration, elle est toute simple. On a l'impression que ce n'est pas nous, c'est notre cerveau qui nous gère. C'est ça le danger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu rends l'homme une machine. Ça, c'est un vrai danger en vérité, pour l'humanité. Hein. C'est un vrai danger. De croire que c'est le corps qui gère tout. C'est comme si tu disais quand je marche, c'est mes jambes qui marchent. Non, c'est moi qui marche. C'est un tout. Oui, mais si je marche, ça signifie que le jeu a la faculté de marcher. Mais le même jeu qui a la faculté de marcher, il a aussi la faculté de réfléchir. Je ne cherche pas forcément à le définir. Le jeu, ce sera la jonction entre le corps et l'âme. C'est ce qui fera le jeu. Mais n'empêche que de ce jeu-là, qui est cette union entre les deux, je ne peux pas favoriser l'un par rapport à l'autre. Et donc, je ne peux pas dire que lorsque je pense, c'est mon cerveau qui pense. Tu comprends? À l'extrême opposé, en robotique, par exemple. En robotique, aujourd'hui, ils te font marcher des robots. D'accord? Tu as des robots qui marchent, qui dansent, qui sautent, qui font des choses absolument impressionnantes. En fait, tu ne peux pas dire ici qu'il y a un sujet marchand. C'est-à-dire un sujet, c'est un être vivant, un être pensant, un être humain marchand. Il y a juste une imitation mécanique de la marche. Mais le robot qui va marcher, que tu vas voir danser, il aura beau avoir l'allure de quelqu'un qui marche et quelqu'un qui danse, il pourra même faire des sourires avec le visage comme ils sont en train de le faire maintenant, ça restera toujours que de la mécanique, que des Legos. Des Legos un peu plus subtils. C'est un imbriquement d'objets physiques dans lesquels il n'y a pas d'âme, dans lesquels il n'y a pas de jeu, exactement. Et le danger, c'est de nous confondre avec ça. Et pourquoi la science, elle avance dans ce sens-là? Parce que justement, la robotique, elle a permis d'analyser le corps humain comme jamais auparavant. En voulant reproduire les mécanismes du corps, et bien, avec un robot, je suis bien obligé d'analyser d'une façon de plus en plus fine ce qu'est capable de faire le corps et comment il le fait. Donc, du coup, je vais me dire, la tentation de se dire, le corps, finalement, c'est un robot. Elle est très proche, cette tentation-là. Déjà, ils vont du coup se définir par des choses. On voit beaucoup en psychologie, il y a beaucoup de termes pour définir chaque cas psychologique. Les gens ils s'identifient à ça, ils disent moi je suis ça. Et en fait, ils ne se disent pas non, peut-être c'est juste. J'ai un ami qui est niftar maintenant, tout début du Covid, qui habitait à Créteil avant, c'était Michael Cohen, si vous l'avez connu. Alors, une fois, j'étais à New York, il m'avait raconté qu'il avait un Bet Rabad, il avait un Bet Rabad à Manhattan, francophone, je pense qu'il continue encore à exister, ce Bet Rabad. Et donc, il y a des gens comme ça qui sont de passage. Un jour, il y a un ingénieur qui travaille avec le Japon qui est passé dans son Bet Rabad et il discutait avec lui. Lui, c'était un ingénieur en robotique. Il lui a dit, on essaye, l'ingénieur, il lui a dit à Michael, il lui a dit, on essaye de rendre les robots, on essaie de les humaniser. Et Michael, c'était quelqu'un qui avait le sens de la répartie.
vraiment le tac au tac. Il savait tout de suite quoi répondre, tu vois, c'était tac. Il lui a dit, il a inversé le truc. Il lui a dit, est-ce que vous voulez rendre les robots humains ou est-ce que vous voulez rendre les humains robots, tu vois. Et il est revenu, il m'a dit 6 mois plus tard, il est revenu, il a fait le chemin à l'envers, il est repassé à son Betravad. Il lui a dit, Michael, tu avais raison. Ça l'a fait réfléchir. Il lui a dit, on est en train de robotiser les humains. En fait, ce qu'on étudie, ça nous. Si tu étudies le corps comme une entité à part entière, comme un être à part entière, complètement dissocié de son âme, à ce moment-là, tu ne verras plus l'âme. Tu ne verras plus la vie, l'indéfinissabilité de la vie. Ça peut aller à un tel point que finalement, tu pourras même nier qu'il y a quelque chose d'indéfinissable dans la vie. Tant tu vas chercher la vie dans la chimie, dans la biologie. Tu vas tellement la chercher dans la biologie que tu ne vois même plus que la vie, c'est pas définissable. Parce que l'homme, ils vont se restreindre dans leurs propres limites humaines en se déconnectant du divin. Voilà. Après, le fait de faire ça, dans toute science, si tu veux, il y a quand même des dévoilements. Donc, le fait de faire ça, ça permet aussi de découvrir d'autres choses. Et effectivement, de découvrir à quel point le corps est un kéli pour l'âme. Par exemple, ça peut être très utile de toutes ces recherches sur le cerveau si on sait les interpréter, sans oublier qu'il y a quelqu'un qui pense. D'accord? Donc, le kéli, c'est le cerveau, c'est un kéli, c'est le kéli de la pensée, le kéli de la réflexion, de la compréhension. Et quel kéli, je veux dire. En fait, les scientifiques, les neurologues, etc., tous les chercheurs en neurologie, ce qu'ils vont nous montrer, c'est le degré de raffinement de ce kéli. Et c'est extraordinaire, en fait. On verra à la fin de ce chapitre, à la fin du 2e chapitre, justement, il dira que le kéli, il est taillé sur mesure. Il le dit déjà dès le début, mais il va revenir sur ça à la fin du chapitre, mais il est taillé sur mesure pour recevoir la lumière qui lui correspond. Et c'est du sur mesure. Se poser bien quelque part, donc il se pose sur le cerveau, il ne peut pas se poser sur l'âme. Il y a un danger de dire que c'est oui, ça. c'est-à-dire que c'est une vision parcellaire, si tu veux. D'accord ? C'est-à-dire que tu attrapes un côté des choses. En fait, il y a une philosophie derrière, si tu veux, c'est la philosophie du matérialisme, c'est-à-dire d'expliquer tout par la matière. Or, il y a quelque chose qui n'appartient pas à la matière, c'est le phénomène même de la vie. Okay ? Et la meilleure preuve, c'est la preuve qui est ramenée en Chassidut, la meilleure preuve, c'est le mort. Le mort, c'est vraiment incroyable, cette notion du mort. Il est là, il a des yeux, il a des oreilles, il a une bouche, il a un cœur, il a tout, il a un cerveau. Il pense que... il y a tous les organes qui sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout à coup ces organes ne fonctionnent plus? Quoi? Comment il meurt? C'est par exemple sur un couteau, il meurt. Pourquoi on meurt en fait? L'âme, elle est si sensible à ça. Il manque à peine un petit bout du corps, ça y est, il n'y a plus rien. Avant de parler de la mort, tu peux même parler par exemple, des défaillances dans le cerveau. C'est-à-dire que si le cerveau est touché, est abîmé, à ce moment-là, l'intelligence et toutes les fonctions du cerveau, donc toutes les fonctions d'âme, entre guillemets, parce qu'en fait tout passe par le cerveau, ne peuvent plus fonctionner. Alors, pour le dire différemment, un exemple encore plus simple que le cerveau, mais tu dis, voilà, je suis capable de marcher. Bon, maintenant, je me casse une jambe. Je ne suis plus capable de marcher. Alors, le jeu qui marchait avant, où est-ce qu'il est? Le rayonnement du koach ha'alicha, donc de la faculté de déplacement par les jambes, okay, la faculté de la marche, qui est dans les jambes, qui se dévoile dans les jambes. Okay. Eh bien, lorsque mes jambes sont cassées, ce koach ha'alicha, en fait, il se rétracte, c'est-à-dire qu'il retourne à sa source, il ne peut plus se déployer. C'est comme si tu dis, voilà, la lumière n'a plus de kéli,
Donc, si elle a plus de Kéli, elle retourne à sa source. Ça, c'est binaire. Elle ne peut pas aller vaquer à d'autres. Ok, c'est où elle est dans son Kéli, où elle est dans sa source. D'accord. On voit que c'est en maquis. Elle retourne à une certaine forme de makif, mais ne nous avançons pas trop vite. Parce que c'est pas du makif. En fait, là, je veux dire là, c'est Oui. Pnimi, parce qu'en fait, elle est tellement Pnimi qu'elle ne peut pas s'adapter à autre chose que ça. Non, là, tu ne traduis pas bien le mot pnimi. Elle Non, parce que pnimi, il faut que tu restes dans la définition. Pnimi, c'est quand ça rentre dans le kéli. D'accord? Ça, c'est pnimi. Mais toi, tu es en train de dire c'est tellement pnimi, c'est-à-dire c'est tellement pnimi à l'essence de l'âme, donc à la source. C'est pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Pnimi, c'est vraiment, voilà, t'as le kéli, ça rentre dans le kéli. Pnimi, ça veut dire intérieur. C'est bifnim. On l'appelle la lumière intérieure. Pourquoi? Parce que sa qualité, c'est de pénétrer les organes de l'intérieur. Tu vois, d'être dans les organes. C'est pour ça qu'on l'appelle pnimi. Quand elle se retire, alors, elle n'est plus pnimi à l'organe. D'accord? Bon. On verra qu'elle s'appelle aussi pnimi, mais pas pour la raison que tu dis, toi. Parce que toi, ce que tu dis, c'est elle est pnimi dans le sens où bah oui, elle est pnimi, elle est intérieure, elle est tellement intérieure qu'elle ne peut pas être dans le kéli. C'est pas la bonne, c'est pas ça la définition. C'est important d'avoir la définition correcte. Ça marche? Quoi? Voilà, quand c'est cassé, exactement. Mais c'est pas que maintenant elle s'intériorise encore plus, au contraire. Quand le kéli est cassé, la lumière, elle se retire. Donc quand elle se retire, ça veut dire qu'elle retourne dans sa source. Donc, évidemment, elle retourne entre guillemets à l'intérieur de sa source. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas la même notion d'intérieur que l'intérieur du kéli, si tu veux. D'accord? Ce n'est pas du tout la même notion d'intérieur. Parce que l'intérieur dans lequel on parle, c'est qu'il y a un objet bien délimité et dans cet objet-là, une lumière rentre. Alors que l'intérieur dont toi, tu voudrais parler, en fait, c'est revenir à un état où la lumière est encore indifférenciée. Donc, c'est pas vraiment le sens d'intérieur. C'est à la limite, tu vois, c'est retrouver une forme d'infini. D'accord? Ouais, voilà, il faut jouer sur ces mots-là d'intérieur et des d'intérieur. Oui. Oui. C'est un hors-pnimi. Le cœur. Ouais. Quand tu ressens, oublie la science, ok? Que les choses se passent dans le cerveau, etc. D'accord? On essaye de se défaire, si tu veux, de ces visions scientifiques qui donnent des caractéristiques un petit peu trop précises. Okay? On essaye de retrouver la sensibilité première, je vais dire peut-être même primitive, et juste de l'analyser. Ensuite, faire coller ça avec la science, c'est un autre sujet. Mais si tu veux, l'inspiration chassidique, elle est là, déjà. Tu dois te se dire, je prends les choses dès le départ. J'aime, je ressens quoi quand j'aime? Je ressens quelque chose au fond de moi-même. Et qu'est-ce que je ressens comme changement dans mon métabolisme? Je ressens que mon cœur se met à battre. Donc, du coup, le cœur, c'est le lieu de réception de l'amour. Après, tu vas me dire, oui, mais la science a montré qu'en réalité, si le cœur s'active, c'est parce qu'il y a une série d'enchaînements chimiques qui ont démarré déjà dans le cerveau. Très bien, ça ne me dérange pas. Le cerveau, il a une connexion, bien entendu, avec le cœur. Mais n'empêche que le ressenti, tu auras beau me montrer que tout est dans le cerveau, ok? Le ressenti, je ressens quelque chose au niveau du cœur. Quand j'ai une angoisse, je peux ressentir quelque chose au niveau de mon ventre. Tu peux me dire, oui, mais c'est dans le cerveau. Oui, mais là, ici, c'est le ventre qui a mal. Tu comprends ce que je veux dire? La mériroute,
Par exemple, oui, il s'avère après techniquement en Chassidut, on pourrait voir ça exactement. Je n'ai pas étudié dans le détail chaque sentiment, quel est son Keli, mais à la limite, si vraiment c'est là que tu ressens, oui, je veux dire que ça peut être le Keli de ce. Bien sûr. Et de fait, on le voit, je veux dire, au niveau chimique, etc. Il y a des choses qui se produisent dans des endroits particuliers du corps en fonction des sensations que l'on ressent. Qu'est-ce qui te gêne? Ah oui, voilà, exactement. Oui. Non, mais bref, vaut mieux éviter de rentrer trop dans la chimie. C'est pas que je veux pas, hein, ça m'intéresse par ailleurs, si tu veux, mais déjà, si on arrive à retrouver cette sensibilité première, si tu veux, c'est déjà magnifique. D'accord? Alors, j'ai pas d'idée de l'heure, par contre. Ok, 50. Alors, donc il donne plusieurs exemples. Donc la faculté d'âme qu'on appelle l'intellect qui se trouve dans le cerveau. La faculté de la vision, eh bien, elle se trouve dans l'œil. Donc on pense à chaque fois la même idée, c'est-à-dire que c'est la faculté de la vision, c'est le jeu qui voit, d'accord? Donc le jeu a la faculté de voir, qui est d'abord une faculté d'âme, et cette faculté d'âme, eh bien, elle se revêt, c'est le terme qui sera employé par la suite, la hitlapshut, le fait de se revêtir dans l'œil. Vekoach hashmiya, et la faculté de l'ouïe, eh bien, elle est dans l'oreille, roulée. Chez Kol Koach Yeshlo Kelime Yuchedet, donc autre caractéristique de la notion de Orpnimi, c'est l'idée que chaque faculté a son réceptacle qui lui est propre, les films misgo ou trunato, donc qui lui est propre en vertu de sa composition et de ses fonctions, d'accord? Chez lo itlabesh bekili acheret. Et donc de la sorte, la faculté d'âme qui se revêt dans un organe ne pourra pas se revêtir dans un autre organe. Exemple, chez Koach HaReiya, la faculté de la vue, lo itlabesh baozen ne pourra pas se revêtir dans l'oreille. Vekoach hashmiya ba'ain, et la faculté de l'ouïe ne pourra pas se revêtir dans l'œil. Vechen hasechel, et de la même façon, l'intellect, mitlabesh davka bemoach shebarosh, il se revêt uniquement dans le cerveau. Ok? Velo bishar evarim, et non dans d'autres organes. Roulé. Donc voilà comment il faut entendre la notion de orpnimi. Donc, deux caractéristiques. Alors, c'est quoi les deux caractéristiques qu'on a vu maintenant? Donc, la notion, vas-y. Donc ça se trouvait dans un organe, donc il y a une notion de Keli, or Bekeli, une lumière dans un réceptacle, et exactement la Yehudiut, la particularité, la spécificité. Okay, donc il y a la notion de revêtement et la notion de spécificité. Alors, revêtement, en fait, on pourrait dire la notion d'investissement au sens un peu étymologique, c'est-à-dire le fait de un veste, vêtement. Okay, un veste et un, c'est dans. Donc, c'est rentrer dans un vêtement. Okay, rentrer dans un keli. Donc, il y a la notion d'investissement et la notion de spécificité. Investissement et spécificité. OK? Pour le hors-climi. Si on a ces deux notions-là, on sait qu'on est dans un hors-climi. Alors, là, il va poser une question.
d'accord, par rapport à cette thèse donc, qui vient on va dire, d'exposer. Avec quelque chose qui semble un contre-exemple, d'accord, qui semble contradictoire. Ah, tu me dis que la lumière de l'intellect ne peut se revêtir que dans le cerveau. Ah non, regarde, il y a de l'intellect dans la main, il y a de l'intellect dans le pied. Comment? Si tu écris, par exemple, tu écris un texte, donc ça veut dire que tu as mis de l'intelligence dans ta main qui est passée pour aller sur le papier. Tu ne peux pas écrire en dormant. Donc ça veut dire que l'intelligence, elle n'est pas restée localisée dans le cerveau. Elle a bien dû se propager, passer dans la main pour arriver jusqu'au papier. Ça, moi, je vois plus comme un bâton, c'est pareil. Je ne vais pas dire c'est le bâton qui a frappé, il a forcément fallu la main. C'est pareil. Alors, n'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord, mais tout à l'heure, on a dit que quand je pense, quand j'écris, ça veut dire que le je a la faculté d'écrire. Le je a la faculté d'écrire. Ça veut dire que la faculté d'écrire, elle est propre à ce je. La faculté de bouger la main, ce n'est pas une faculté physique, hein, pas uniquement, d'accord? C'est avant tout une faculté du jeu. Donc, je suis obligé de distinguer dans le jeu lui-même et sa faculté de mouvement de la main. Ok? Donc, si je dis ça, ça veut dire que mon intelligence qui est dans mon cerveau, donc le jeu qui pense, il y a quelque chose qui rayonne de ce jeu et qui arrive dans le cerveau. Question, est-ce que ce qui rayonne du cerveau quand j'écris, est-ce que ce n'est pas en train de rayonner aussi dans le bras? Puisque je suis en train de penser à ce que je vais écrire, et de cette pensée-là, ça circule et ça vient dans le bras. Donc, tout se passe comme si le rayonnement de l'intelligence n'était pas localisé uniquement dans le cerveau, mais que ce rayonnement continuait à se propager aussi, même dans la main. Puisque c'est le jeu qui est en train de penser. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Non, vous ne voyez pas? Je comprends, mais pour moi, j'ai l'impression que il y a ce jeu, mais on a tellement l'habitude de comprendre que voilà, si le cerveau il n'a pas guidé la main, il ne l'a pas appris à se lever, à baisser, à passer de la droite vers la gauche, d'appuyer plus fortement. Donc, tu réfléchis en scientifique du cerveau, si tu veux. Oui, c'est-à-dire que mon cerveau n'arrive pas à comprendre que la main peut avoir une sorte d'intelligence. Mais n'oublie pas, non, c'est pas la main qui a de l'intelligence. L'intelligence, elle vient de l'âme. Maintenant, en première instance, elle rayonne, elle se diffuse dans le cerveau. Okay? Maintenant, je me rends compte que du cerveau, cette force d'intelligence, elle continue, puisque je suis capable d'écrire quelque chose d'intelligent. Et que c'est le jeu qui est en train de penser. Donc, ce jeu qui est en train de penser, c'est un je pense et j'écris. Donc, il y a une forme de continuité. Quand tu essaies de comprendre, essaye de dissocier par une vue de l'esprit. Il y a l'aspect mécanique de la main qui est en train d'écrire, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas des robots. Donc, si tu considères que tu n'es pas un robot, quand ta main écrit, ce n'est pas que le dévoilement d'une mécanique physiologique, d'une physique. Ce n'est pas que le dévoilement de cela. C'est aussi le dévoilement d'un être rayonnant qui est en train de faire une activité qu'une pierre ne peut pas faire. Quelque chose de subtil, si tu veux, d'invisible, qui est l'âme, okay, qui a la faculté de penser, qui a la faculté de comprendre, de réfléchir. Et cette faculté-là se dévoile dans le cerveau. Maintenant, tu vois pas, quand tu dis rayonnant, quand c'est dans le cerveau, c'est rayonnant aussi. J'ai la faculté de penser, mais où je me rends compte que j'ai la faculté de penser?
dans mon cerveau. Quand je pense et que je vois toute l'activité des neurones dans mon cerveau, pour reparler un petit peu de chimie, ok, je vois que ça s'active de partout quand je suis en train de penser. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que le moi est en train de penser, mais ce n'est pas juste le moi qui directement est dans la notion de penser, puisque le moi il peut être dans la notion de marcher aussi. Donc je suis obligé de dire que dans le moi qui est en train de penser, que dans le moi, il y a la faculté de penser. C'est comme si tu disais, pour vraiment grossièrement, si tu veux, comme si tu disais, essaye de te représenter la pensée comme un rayon, d'accord, comme un rayon provenant du moi. Maintenant, tu pourrais avoir un autre rayon qui va être la faculté de marcher, un autre rayon qui va être la faculté de ressentir. Ok? Au départ, pour vraiment dégrossir, tu pourrais imaginer comme ça que c'est plusieurs rayons. En vérité, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais déjà pour imager. Donc maintenant, on se concentre sur ce rayon-là qui est celui de l'intelligence et il arrive dans le cerveau. Maintenant, tu vas dire, lorsque je suis en train d'écrire, c'est venu du cerveau. Maintenant, dans le cerveau, il y a quoi? Il n'y a pas que des neurones. Il y a l'intelligence, il y a le rayon de l'âme qui s'est revêtu dans le cerveau. Donc maintenant, ce rayon de l'âme, lorsque le cerveau a donné l'ordre à la main d'écrire, est-ce qu'il y a quelque chose de ce rayon, de cette âme-là, qui passe dans la main, ou est-ce que ma main, c'est purement mécanique, elle est simplement en train d'écrire? La main, on peut dire qu'elle Quoi? Dans ce que tu dis, toi, on aurait l'impression qu'il n'y a rien, c'est juste la main qui est en train d'écrire. Non, mais pour moi, c'est pas la main. La main, c'est la continuité du cerveau, c'est la continuité. Je ne les dissocie pas. C'est là où. Donc, tu considères qu'il n'y a pas de différence entre les organes. Il n'y a pas de différence entre le cerveau et une main. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, quoi? Tous reliés. Ah, être relié, c'est autre chose. Être relié, c'est pas pareil qu'être identique. Oui, mais ça veut dire. Je suis relié à mes enfants, pourtant je ne suis pas à mes enfants. Ils ont leur identité propre. Mes organes sont reliés entre eux. Pourtant, il ne faut pas confondre le. Non, mais le foie et le pancréas, ce pas les mêmes organes. Ce sont deux organes différents. D'accord, mais ce ne sont pas les mêmes organes. Mais tu ne peux pas en dissocier l'un de l'autre. Tu peux dissocier le non. père fille. Mais ce pas les mêmes énergies, même mécaniquement. Même si tu ne les dissocies pas, si tu veux, ce ne sont pas les mêmes organes. Tu ne peux pas comparer le cerveau avec le cœur, le cœur avec le foie. Mais pour moi, voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même des cordes qui sont tirées. C'est ça que j'essaie de. Alors, complètement. Maintenant, le cerveau, il va tirer l'âme qui est en train de comprendre, ok, c'est pas la même chose quand elle comprend que quand elle ressent. C'est pas la même chose quand elle voit que quand elle entend. Pourtant, c'est la même âme. Donc, ça veut bien dire qu'il y a dans l'âme différents types de rayonnements qui émanent de l'âme. Il y a le rayonnement de l'intelligence, il y a le rayonnement de l'ouïe, il y a le rayonnement de la vue. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que lorsque je vois le rayonnement de mon âme, le rayonnement de l'intelligence, donc qui se revêt dans le cerveau, ok, et que maintenant je suis en train d'écrire, alors le bras avec le cerveau, la connexion des nerfs, les neurones, les nerfs, etc., voilà, tu pourrais nous faire un schéma plus précis bien précis que moi. Je serais incapable de dire exactement la zone du cerveau qui correspond au bras. Donc, au niveau physiologique, oui, tu vas établir une relation entre les deux. La question est de savoir, c'est est-ce que à partir du cerveau, il n'y a plus d'âme qui se propage, et donc, quand mon bras écrit, c'est juste un robot, ou est-ce que lorsque mon bras écrit, il y a encore quelque chose de cette intelligence, donc de cette âme, de ce rayonnement particulier de l'âme, qui se propage au travers de ma main. Il y a peut-être la force de la main et une étincelle de l'intelligence qui va dans la force de la main. Elle ne se diffuse pas. Je ne dis pas qu'elle se diffuse dans le sang. Tu touches quelque chose, ce ne sera pas la notion d'étincelle. Le sang, ça passe pas. Le chaman n'a pas cette force aussi d'être dans le sang. Et forcément, le sang, il impacte tout, les mains, le doigt, le corps. Donc, est-ce qu'elle se diffuse de cette façon-là qui pourrait. Non, mais là, en disant ça, tu ramènes encore les choses à
à une vision matérialiste. C'est-à-dire que la vision, entre guillemets, dualiste, c'est-à-dire qu'il y a une âme et un corps, et que l'âme est complètement revêtue au corps et unifiée au corps, en fait, toi, tu la vois jusqu'au cerveau. Mais à partir du cerveau, tu ne la vois plus. À partir du cerveau, tu deviens matérialiste. Ouais, parce que Tu vois ce que je veux dire? l'humain, À quand partir il du parle- cerveau, et après, dans le forcément, cerveau, l'humain, tu quand vois il encore parle à l'âme. quelqu'un, il parle à la tête, il parle aux yeux, au visage. C'est-à-dire, Non, on a mais l'impression que tout est tu contrôlé sais, par le. par exemple, par on l'impression, dit il y mais a des c'est gens comme ça qui que ça se parlent passe. avec leurs mains. Mais c'est-à-dire, quand tu parles avec tes mains, ça veut dire quoi que tu parles avec tes mains? C'est-à-dire qu'il y a de l'âme dans tes mains. On va prendre un Oui, autre tu as raison, exemple. mais moi, je le traduirais plus comme une aide. Non, non, c'est pas qu'une aide. Oui, mais t'as raison, mais j'ai du mal C'est à un parler, prolongement. Ça, du mal à- il faut le dessiner. Dans l'exemple de la danse qu'il donne juste après, par exemple, il donne. C'était où j'ai mis la bêche de la mémoire. Ariège Sechel. C'est trop. On va parler avec quelqu'un en regardant. Alors que c'est la même chose. Ouais, je vais le voir un peu. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? On va dire que c'est On va regarder quand soit même. le même Et ordre tu unique pourrais qui est un reconnaître envoiement quelqu'un sonore Oui. entre le cerveau Ah, et la main. Oui, quelqu'un qui a dit Bien, que ta main, on peut la différence. tu vas le ressentir même dans ta main. Qu'est-ce qu'on dit quand on reconnaît quelqu'un? C'est ce qu'il va développer après. En fait, D'accord. si tu peux reconnaître quelqu'un à partir d'un autre membre que ça fait, Oui, mais je suis d'accord. ça fait ça juste. Ukmo Bektiva, alors je reprends dans le texte. Ukmo Bektiva Taotsiot, comme par exemple lorsqu'on écrit des lettres. Areyesh Bazé Sechel Bechorma. Il y a de l'intelligence dans le fait même d'écrire les lettres. Levad itlafshut asechel beotiot aktav sheba alide ayad leavi or asechel. Et on ne parle pas de l'intelligence qui s'est déposée dans les lettres écrites à l'extérieur de moi. Ok? Parce que quand j'écris quelque chose, si ce que j'écris est intelligent, en tout cas il est issu de mon intelligence, de ma compréhension, lorsque je l'écris, j'ai posé sur du papier, j'ai couché sur du papier de l'intelligence qui était au départ dans mon effèche, ok, dans mon âme. Donc, on ne parle pas de ça, d'accord? Indépendamment de cela. Donc déjà, ça me montre que puisque de l'intelligence, tiens, ben ça devrait te convaincre un peu plus. Je suis en train d'écrire, ok, sur le papier. Donc, qu'est-ce que tu écris? Ah, quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence qui est passée maintenant sur le papier. Par où elle est passée, cette intelligence? Pour arriver sur le papier. Tu comprends? Donc, tu es obligé de dire qu'elle est passée par la main, même si aujourd'hui, on a tendance à vouloir nous faire croire que non. Tu vois? Et que finalement, la main, c'est qu'une mécanique. Mais de toute façon, tu vois bien, par exemple, les danseurs, par exemple. C'est pas qu'une mécanique. Le mot clair, en un mot. Il y a de l'âme. 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 Et je veux comprendre la nature de cette âme qu'il y a dans la main. Et Tu même vois ce que je veux dire? est-ce qu'elle est dépendante d'une autre partie plus importante qu'elle? Oui, Voilà. de l'intelligence. Donc c'est à ce titre-là que cette âme-là ne serait-elle pas le prolongement de l'âme intelligente, ok, dans la main. Donc il y aurait un rayonnement de l'intelligence de l'âme dans la main aussi, et pas uniquement dans le cerveau. Donc ma définition du départ, qui disait que le Orpnimi était lié avec la caractéristique de la spécificité. D'accord? Parce que Makif, il n'y a pas de spécificité, parce que je peux vouloir tout. Ok, donc ce n'est pas lié à un organe particulier. Le Orpnimi, au contraire, c'est lié à un organe particulier. Non, regarde le cerveau, je fais l'erreur aussi, l'intelligence de l'âme peut se propager, se propage dans le cerveau, se revêt dans le cerveau, mais voilà, j'écris. Donc elle se propage aussi dans la main. Chez Zéourak Bederech Ma'avar Behayad, en fait, dans le Ktav, pour l'instant, quand on veut voir l'écriture qui se pose sur le papier, eh bien, en fait, la main ne sert que de canal. Okay, c'est un conduit. C'est juste un canal roulé. Donc, du coup, tu pourrais dire, bon, c'est pas vraiment. Ah, ils disent déjà, c'est pas vraiment une itlafshut. Mais en fait, le fait de former les lettres dans la calligraphie, d'accord,
Donc, il y a une intelligence vraiment particulière parce que là, c'est vraiment ta main que tu es en train de, tu vois, tu es en train de penser à chaque mouvement de ta main, comme le chirurgien qui va réfléchir à chaque mouvement de ses doigts, etc., pour pouvoir faire le geste juste. OK? Donc, tu vois bien que là, ici, il y a de l'intelligence. Vraiment, il faut que la main elle soit imprégnée de cette intelligence-là. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que finalement, la thèse de départ qui nous dit que dans le Orphnimi, le Orphnimi a un Keli, un réceptacle, une lumière immanente, un réceptacle qui lui est propre, ben peut-être que ça invaliderait cette thèse-là. OK? Et donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra la réponse à cette question. Quoi? On se rend compte qu'aujourd'hui, on peut retranscrire le texte via des capteurs posés sur le cerveau. Alors que si on met ces capteurs sur la main, on n'est pas sur le texte. Ouais. Bien sûr. Ah, il y a une question qui peut se poser après, si vraiment on veut rentrer dans la notion de robotique. Si par exemple on met une main artificielle à quelqu'un et qu'on la connecte, alors maintenant est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'âme qui passe dans cette main-là? Ça existe. Tu vois, ça serait intéressant hein, de voir ça. Ça veut dire que comme humanisé, ça peut avoir des conséquences à l'Afrique aussi. Hein, parce que est-ce que tu aurais le droit de mettre les filines sur un bras? Ça veut dire, justement, on voit ça. Non, je pensais par rapport à l'acdoucha, tu sais, quand quelqu'un meurt, alors on fait attention à chacun de ses organes. Qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi aux organes, tu vois, artificiels, les prothèses et tout ça, tu vois, qui seraient... Ça serait intéressant de voir ça. Question. Shaoul. Jeudi, Bezrat Hashem, on étudie. Jeudi, exactement, oui, tout à fait. Ok, ça marche. Okay. Allez, je coupe le Zoom. Okay. Et à bientôt, Bezrat Hashem. Ok, bye. Bye. Ah, bon, je te dirai jeudi, Bezrat Hashem. Pas le tout. Ok.